Que se passe-t-il lorsqu'on confond la dignité discrète d'une femme avec de la faiblesse? Dans le monde scintillant des galas mondains, où les réputations se font et se défont autour d'une coupe de champagne, une femme était sur le point de le découvrir. Debout sur l'estrade, cette maîtresse portait un toast à un avenir qu'elle avait volé, sa voix résonnante de triomphe dans la salle de bal, silencieuse et opulente. Elle croyait avoir gagné l'homme, le statut, la vie. Mais dans les 60 secondes qui suivirent, les grandes portes s'ouvrirent et une force dont elle ignorait l'existence fit son entrée. Son toast de victoire se transforma en cendre dans sa bouche, prouvant que certaines familles n'ont pas seulement de l'argent, elles ont aussi du pouvoir. Voici l'histoire d'une entrée dévastatrice qui transforma une célébration de la trahison en une véritable leçon de ruine. L'air de la grande salle de bal du Fairmont Royal York était chargé de l'odeur de l'argent, un mélange enivrant de parfums coûteux, de fleurs de sorère et du subtil arôme vif de l'ambition. Pour Nancy Van Sterling, c'était l'odeur d'un autre mardi, d'un autre gala de charité, d'une autre soirée passée à perfectionner l'art du sourire serein. Sa robe Oscar de la Renta en soie saphir foncé, assortie à ses yeux, était un chef-d'œuvre d'élégance discrète. Elle n'attirait pas l'attention de manière ostentatoire. Elle la commandait discrètement, à l'image de la femme elle-même. À ses côtés, son mari, Richard Sterling, était l'incarnation même du succès. Son costume Tom Ford sur mesure épousait parfaitement sa silhouette athlétique et son sourire, qui avait autrefois été la raison de son propre sourire, n'était plus qu'une partie de son armure publique. Il était le PDG de Sterling Innovations, une entreprise technologique qui avait explosé sur la scène il y a 5 ans. Et il jouait le rôle du titan autodidacte avec une aisance acquise à force de pratique. Mais Nancy connaissait la vérité. Elle le sentait dans la façon dont sa main sur son dos était un geste possessif destiné aux caméras et non une marque d'affection. Elle le voyait dans la façon dont ses yeux se posaient sur son téléphone, une vibration fantôme détournant son attention d'elle, toujours loin d'elle. Les fissures dans leur mariage de 10 ans n'étaient pas seulement visibles. Elles étaient devenues des ravins profonds. Elle devait les enjamber avec grâce chaque jour. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Richard, ses lèvres effleurant son oreille, un geste aussi froid que les boucles d'oreilles en diamant qu'elle portait. « Merci, Richard », répondit-elle d'une voix douce et posée. Elle ne lui rendit pas son compliment. Elle avait cessé depuis longtemps de lui offrir les parties authentiques d'elle-même. Désormais, elle les réservait à leur fils de 7 ans, Léo, la seule chose pure et intacte issue de leur union. Ce soir-là avait lieu le gala annuel de la Fondation Starlight, le joyau de la couronne du calendrier philanthropique de la ville. C'était une soirée où les milliardaires signaient des chèques à 7 chiffres et où leurs épouses arboraient les dernières créations de la haute couture. Pour Richard, c'était un événement crucial pour son réseau. Pour Nancy, c'était un spectacle de 4 heures. Elle le regardait évoluer dans la salle, son rire un peu trop fort, ses poignées de main un peu trop fermes. C'était un bon acteur. Il avait convaincu le monde entier qu'il était un visionnaire, un père de famille, un pilier de la communauté. Il avait même réussi à la convaincre pendant un certain temps. Mais les réunions tardives du conseil d'administration, l'odeur légère et inconnue sur son col, et le vide émotionnel qui s'était creusé entre eux, étaient devenus un langage qu'elle maîtrisait désormais parfaitement. Nancy était au courant de cette liaison depuis 6 mois. Elle avait appris par un détective privé discret que la femme s'appelait Amber Collins, une jeune associée en marketing chez Sterling Innovations. Âgée de 26 ans, elle avait des cheveux de jais et une ambition vorace que Nancy reconnaissait, car c'était la même soif qu'elle avait autrefois vue chez le jeune Richard. Le rapport du détective était complet, rempli de photos de déjeuners clandestins et de week-ends à Niagara-on-the-Lake. Chaque image était comme un petit coup de poignard dans son cœur. Elle ne l'avait pas confronté. À quoi bon? Une dispute hurlante, un déni larmoyant suivi d'une réconciliation temporaire pathétique. Nancy n'était pas du genre à crier. Elle était plutôt du genre à planifier. Sa famille, les Devos, lui avait appris que les émotions étaient un luxe que l'on ne pouvait se permettre qu'en privé. En public, il fallait toujours garder son sang-froid, selon sa famille. Richard les considérait simplement comme des gens aisés. Il avait rencontré son père, Augustus, et sa mère, Isabelle, à quelques reprises. Il les voyait comme des gens discrets,
issus de la vieille bourgeoisie de Boston, poliment distants et absorbés dans leur propre monde universitaire et leurs investissements obscurs. Ils n'avaient aucune notion de la réalité. Ils n'étaient jamais allés chez eux, dans leur vaste domaine ancestral des Berkshires. Ils n'avaient jamais assisté à une réunion de la famille Devo où les sénateurs sollicitaient des conseils de son père et où les financiers internationaux s'en remettaient à la vie juridique de son frère Julian. Richard avait épousé Nancy Devo, mais il n'avait jamais vraiment rencontré les Devo. Il ne savait pas que leur calme n'était pas de la docilité. C'était le calme au centre d'un ouragan. Ce soir, alors qu'elle buvait une gorgée d'eau, une petite partie d'elle-même, qui savait, sentit un frémissement dans l'air. Richard était devenu plus audacieux, plus imprudent. Il croyait qu'il était intouchable, que son succès était entièrement le fruit de son propre travail. Il avait oublié que le capital initial de Sterling Innovations provenait d'un fonds fiduciaire que son père avait créé pour elle. L'investissement de plusieurs millions de dollars qui lui avait permis de démarrer provenait d'un fonds fiduciaire que son père avait créé pour elle. Il avait oublié qui lui avait ouvert les portes de ses premiers investisseurs cruciaux. Il était un roi dans un château qu'elle avait discrètement construit autour de lui. Et ce soir, il était sur le point d'inviter le serpent dans la salle du trône. La salle de bal bourdonnait de conversations polies lorsque l'atmosphère changea subtilement. Le changement était palpable, comme une baisse de la pression barométrique avant une tempête. Nancy, avec le sens social aigu que lui avait inculqué son éducation, le ressentit la première. Elle vit les têtes près de la grande entrée se tourner, les chuchotements se propager dans la foule comme une contagion, puis elle la vit. Amber Collins n'entrait pas dans une pièce. Elle la conquérissait. Elle était vêtue d'une robe Bayman cramoisie qui épousait chaque courbe, une touche de couleur provocante dans une mer de tons élégants et de noir classique. Ses cheveux noirs brillants tombaient en cascade sur ses épaules et son sourire était acéré et prédateur. Elle marchait avec l'assurance inébranlable de quelqu'un qui croyait détenir toutes les cartes gagnantes. Elle était tout ce que Nancy n'était pas, bruyante, ostentatoire et avide d'attention. Richard, qui était en pleine conversation avec un cadre bancaire, s'interrompit au milieu d'une phrase. Son regard croisa celui d'Amber et, pendant une seconde fatidique, son masque soigneusement construit se fissura. Une lueur de fierté possessive, fruit d'une complicité partagée, passa entre eux. Elle était invisible pour la plupart des gens, mais pour Nancy, elle était aussi brillante et brûlante qu'un éclair. Les chuchotements s'intensifièrent, les gens savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Dans leur cercle, les secrets étaient une forme de monnaie d'échange, et la liaison de Richard était devenue monnaie courante. Les amis lancèrent à Nancy des regards de pitié, un sentiment qu'elle méprisait plus que l'infidélité elle-même. Elle répondit à leurs regards par un sourire calme et indifférent, levant son verre en un toast silencieux à une femme à l'autre bout de la salle qu'elle connaissait à peine. Son sang-froid était son bouclier et son épée. Montrer la moindre faille reviendrait à admettre sa défaite. Amber, escortée par un cadre subalterne qui semblait terrifié d'être son cavalier, fit lentement et délibérément le tour de la salle. C'était un tour d'honneur. Ses yeux scrutaient la foule, cataloguant les visages influents. Mais sa destination finale était claire. Elle était un missile à tête chercheuse dirigé directement vers la table numéro 1, la place de choix à l'avant de la salle de bal où Richard et Nancy étaient assis avec les organisateurs du gala. « Richard », dit une voix mielleuse dégoulinante de surprise feinte. Amber se tenait devant eux, sa robe cramoisie, une déclaration de guerre contre le saphir serein de New York. « Quelle surprise de vous voir ici !» Le visage de Richard rougit. Il se leva un peu trop rapidement. « Amber, quelle surprise! Je ne savais pas que vous souteniez la fondation Starlight. Oh, j'ai une passion pour les causes louables, dit-elle, jetant un regard furtif à Nancy pendant une fraction de seconde. L'insulte était claire. Nancy était la cause caritative. Et voici Madame Sterling. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Je m'appelle Amber Collins. Je travaille avec Richard. Nancy lui tendit une main froide et ferme. Sa poignée de main était ferme, son sourire inébranlable. Enchanté, Mademoiselle Collins. Richard ne m'a jamais parlé de vous. Cette phrase calme et parfaitement formulée était un scalpel qui atteignit sa cible. Un éclair de colère traversa le visage d'Amber avant qu'elle ne le masque par un sourire éclatant. Elle ne voyait pas Nancy comme une menace, mais comme une relique,
un objet de remplacement sur le point d'être jeté. Dans son esprit, cet échange n'était qu'une simple formalité avant le transfert officiel du pouvoir. Pendant l'heure qui suivit, Nancy endura ce supplice. Amber trouva une place à une table voisine, parfaitement positionnée dans le champ de vision de Richard. Ils communiquaient par des regards furtifs, des sourires subtils et l'énergie invisible de leurs secrets partagés. Richard était distrait et maladroit dans ses conversations. Son attention était constamment accaparée par l'attraction magnétique d'Amber. Il était un homme en train de se noyer et il pensait qu'elle était son radeau de sauvetage. Nancy mangea ses coquilles Saint-Jacques poêlées, discuta de ses projets pour l'été avec la femme du maire et sourit pour les photos. Chaque instant était un acte de maîtrise de soi suprême. Elle sentait des centaines de regards posés sur elle, observant le drame se dérouler. Ils attendaient qu'elle craque. Ils attendaient les larmes, la confrontation, la scène publique désordonnée. Elle préférait mourir. Elle était dévouée. Sa douleur personnelle n'était pas destinée au grand public. Au lieu de cela, elle se concentra sur un seul point dans un avenir proche. Un moment qu'elle avait orchestré au cours des dernières 48 heures, à travers une série d'appels téléphoniques discrets et cryptés à son frère, Julian. La tempête approchait, mais ce n'était pas une tempête de larmes. C'était une tempête d'une toute autre ampleur. Et tandis qu'elle regardait Amber rire, la tête rejetée en arrière dans un triomphe insouciant, Nancy savait que l'autre femme n'avait aucune idée qu'elle dansait au bord d'un volcan. Les assiettes du plat principal avaient été débarrassées et le commissaire-priseur s'apprêtait à monter sur scène lorsque Richard se leva, tapotant son verre avec une fourchette. Le doux tintement fit taire la salle. Une vague de confusion parcourut l'assistance. Il était inhabituel qu'un invité, même un donateur important comme Richard, fasse un discours improvisé. Nancy sentit son sang se glacer. Elle regarda son mari, son menton arrogant et la lueur fiévreuse dans ses yeux. Il était ivre, non seulement du Bordeaux millésimé, mais aussi de son propre pouvoir et de la proximité de sa maîtresse. Il était sur le point de faire quelque chose d'irrévocablement stupide. « Bonsoir à tous », commença Richard, sa voix amplifiée par le micro rapidement fourni par un membre du personnel. « Je tiens à remercier la Fondation Starlight pour cette nouvelle soirée incroyable. Nous sommes tous ici ce soir pour une grande cause, celle de soutenir l'avenir de nos enfants. » Il fit une pause, balayant la salle du regard avant de poser délibérément les yeux sur Amber. Mais parfois, il continuait avec un étrange sourire satisfait sur les lèvres. « Nous devons également penser à notre propre avenir, à nous libérer du passé pour embrasser une nouvelle voie, plus authentique. Il s'agit de trouver la vérité et le vrai bonheur. » Un silence collectif et inconfortable s'abattit sur la salle de bal. Le sous-entendu était aussi subtil qu'une alarme. Ce n'était pas un discours sur la charité. C'était une déclaration publique. Nancy sentit les regards d'une centaine de personnes se poser sur elle, comme autant de coups physiques. Son visage resta impassible, mais son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. « Non, Richard, ne fais pas ça. » Il ne s'adressait plus à l'Assemblée. Il s'adressait à Amber. « Je voudrais donc porter un toast à un nouveau départ, au courage de suivre son cœur, quel qu'en soit le prix. » Il leva son verre à l'avenir. Il se rassit sous des applaudissements épars et hésitants. L'air était chargé de scandale. Il venait d'annoncer devant toute l'élite sociale et financière de la ville son intention de quitter sa femme. Nancy fixait la crème brûlée intacte devant elle. Elle pouvait sentir la pitié émanant de ceux qui l'entouraient, une couverture étouffante de condescendance. Elle voulait disparaître, mais elle vit alors Amber. Encouragée par le discours imprudent de Richard, Amber Collins vit sa chance. C'était le moment. Le couronnement public. Avec un regard radieux de triomphe, elle se leva et prit sa flûte de champagne. « J'aimerais ajouter quelque chose, » dit Amber, sa voix coupant court au murmure gêné. Tous les regards se tournèrent vers elle. C'était sans précédent. Une employée junior qui détournait un gala de la suite. Elle sourit à Richard, les yeux brillants d'adoration et de victoire. « Richard a raison, c'est l'avenir qui compte. Et il faut être vraiment courageux pour choisir le bonheur plutôt que le devoir. » Le mot « devoir » resta suspendu dans l'air, telle une flèche empoisonnée visant directement Nancy. Amber tourna alors pour la première fois son regard vers la femme qu'elle remplaçait. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement l'éclat froid et dur de la victoire. Certaines personnes se contentent de vivre dans le passé,
s'accrochant à des titres et à des arrangements qui ont depuis longtemps expiré, et poursuivit Amber d'une voix dégoulinante de douceur condescendante. Mais l'avenir appartient à ceux qui ont l'audace de le saisir. Je porte un toast à un homme qui a enfin trouvé le courage de le faire. À Richard et à nous. Elle a levé son verre bien haut, le rouge écarlate de sa robe ressemblant à une tache de sang sur le fond élégant. À nous, les mots résonnèrent dans le silence caverneux et funèbre de la salle de bal. Non seulement elle avait reconnu la liaison, mais elle l'avait célébrée. Elle avait porté un toast à la destruction d'un mariage, à l'humiliation de la femme assise à quelques mètres de là. Richard, pâle et soudain conscient de l'ampleur de son erreur, ne savait pas quoi faire. Il regardait tour à tour sa maîtresse triomphante et sa femme silencieuse. Amber garda sa pose, son verre en l'air, un sourire triomphant sur les lèvres, attendant les applaudissements qui légitimeraient son coup d'éclat. Mais aucun applaudissement ne vint. Il n'y eut qu'un silence choqué et horrifié, et la vue de Nancy Van Sterling, assise parfaitement immobile, le visage impassible, les yeux saphir fixés sur son mari avec une intensité qui ne promettait pas des larmes, mais un règlement de compte. La maîtresse avait porté un toast à sa victoire. La salle retint son souffle, attendant que la femme s'effondre. Dans le silence assourdissant qui suivit le toast d'Amber, tous les regards dans la salle étaient rivés sur Nancy. Ils s'attendaient à une scène, ils la désiraient ardemment. Le drame était la véritable monnaie de la soirée, bien plus précieuse que les objets de la vente aux enchères silencieuses. Ils anticipaient le tremblement des lèvres, les larmes brillantes, une accusation criée ou une retraite digne mais précipitée. Nancy ne leur donna rien de tout cela. Elle resta parfaitement immobile, ce qui était déconcertant. Elle ne regarda pas Amber. La reconnaître aurait été lui accorder de l'importance. Au lieu de cela, son regard resta fixé sur Richard. Le sourire serein qu'elle avait affiché toute la soirée avait disparu, remplacé par une expression de vide profond et glacial. C'était un regard qui le mettait à nu, qui décapait les couches de son succès et de sa confiance pour révéler le petit homme faible qui se cachait derrière. Dans ses yeux, il ne voyait pas une épouse qu'il avait lésée, mais une étrangère qu'il avait fondamentalement mal jugée. Lentement, délibérément, Nancy prit sa serviette en lin. Elle s'essuya les coins de la bouche, un geste si normal, si banal, qu'il était tout à fait déconcertant dans le théâtre émotionnel à haut risque de ce moment. Elle posa ensuite la serviette soigneusement à côté de son assiette. Elle tourna légèrement de la tête, son regard balayant les visages autour de sa table, la présidente du gala, Bush B., le président de la banque, qui examinait attentivement sa fourchette à dessert, leurs épouses, qui la regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. Elle leur fit un petit signe de tête, une excuse pour la perturbation vulgaire dont ils avaient été témoins. C'était un acte d'un contrôle à couper le souffle. À ce moment-là, elle n'était pas la victime. Elle était l'épicentre d'un pouvoir qu'ils ne pouvaient comprendre. Le cœur tranquille d'un ouragan imminent. Son immobilité était plus terrifiante que n'importe quel cri. C'était le calme inquiétant d'un océan profond avant un tsunami. Le sourire triomphant d'Amber commença à vaciller. Le silence n'était pas l'admiration stupéfaite qu'elle avait attendue. C'était le silence étouffant du jugement. Sa main, qui tenait toujours la flûte de champagne, se mit à trembler. La foule n'était pas avec elle. Elle avait mal calculé, pensant qu'il se rallierait à l'histoire d'un amour passionné et véritable. Au lieu de cela, elle s'était simplement révélée cruelle et sans classe. Elle baissa lentement son verre, une vague d'incertitude envahissant son cou. Richard sentit une peur primitive s'emparer de lui. Il avait déjà vu Nancy en colère, mais c'était une colère familière, gérable. Cette fois, c'était différent. C'était le zéro absolu de sa rage, une froideur si profonde qu'elle brûlait. Il n'avait pas seulement rompu leurs vœux, il avait publiquement humilié une femme qu'il commençait à soupçonner de ne pas connaître du tout. Les vagues histoires polies sur sa famille, leur vie tranquille à Boston, tout cela semblait être un décor fragile face à son terrifiant sang-froid. « Eh bien, dit finalement Nancy d'une voix claire et posée, brisant la tension. Elle ne parlait pas fort, mais sa voix portait dans tous les coins de la pièce silencieuse. Elle ne regardait ni Richard ni Amber. Elle s'adressait à l'ensemble des convives. Il semble que la soirée ait pris une tournure inattendue. Elle repoussa sa chaise dont les pieds raclèrent le sol poli avec un bruit anormalement fort. Elle se tenait parfaitement droite, sa robe saphir scintillant sous les lustres.
Si vous voulez bien m'excuser, dit-elle d'une voix dénuée de toute émotion. C'était le moment où il s'attendait à la voir s'enfuir. Mais elle ne se dirigea pas vers la sortie. Au lieu de cela, elle tourna le dos à son mari et à sa maîtresse et s'éloigna délibérément de la table, faisant face aux grandes portes dorées au fond de la salle de bal. Elle se tenait là, seule dans cet espace ouvert, silhouette solitaire et élégante. Elle ne fuyait pas, elle attendait. Une toux nerveuse rompit le silence. Le commissaire-priseur regarda le régisseur d'un air incertain. Tout l'événement s'était arrêté, captif d'un drame familial qui avait dégénéré en spectacle public. Richard commença à se lever pour aller la voir et lui dire quelque chose sans savoir quoi. Mais un bruit sourd et résonnant l'arrêta. C'était le bruit des grandes portes de la salle de bal qui s'ouvraient de l'extérieur. 2 employés de l'hôtel en uniforme tenaient des portes imposantes, les faisant pivoter vers l'intérieur pour les ouvrir en grand. La lumière du grand foyer se répandit dans la salle de bal, dessinant les silhouettes de ceux qui s'apprêtaient à entrer. Nancy ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait qui arrivait. C'était elle qui avait pris cette décision. Amber Collins, ressentant pour la première fois une véritable pointe de peur, regarda l'entrée, perplexe. Qui pouvait bien arriver aussi tard? Richard Sterling, le cœur battant à tout rompre, dans un rythme effréné et terrifié contre ses côtes, fixait la porte, une horreur naissante et écœurante commençant à lui nouer l'estomac. La famille calme, polie et aisée de Boston, les gens qu'il avait rejetés, les gens qu'il avait insultés par l'intermédiaire de leur fille. Le calme était rompu. La tempête venait de toucher terre. Le premier à entrer était un homme qui se déplaçait avec la grâce nonchalante de quelqu'un à qui on n'avait jamais demandé d'attendre de toute sa vie. Il avait près de 70 ans, les cheveux argentés et un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit. Il portait un costume sombre, simple et superbement coupé, mais il dégageait une aura d'autorité absolue qui faisait passer les smokings autour de lui pour des costumes bon marché. C'était Augustus Deveau. Ses yeux, du même bleu saphir profond que ceux de ses filles, balayèrent la pièce d'un regard froid et analytique. Ils ne se contentèrent pas d'enregistrer la foule, ils l'évaluèrent. À ses côtés se tenait sa femme, Isabelle Deveau. Elle incarnait l'élégance à l'ancienne, parée de perles, et d'une robe Chanel probablement plus vieille qu'Amber Collins, mais qui semblait infiniment plus précieuse. Son expression était celle d'une légère déception aristocratique, comme si elle venait de trouver une fissure dans une porcelaine inestimable. Mais c'est l'homme qui les suivait qui fit couler le sang glacé dans les veines de Richard Sterling. Julian Deveau, le frère aîné de N.Y. Richard ne l'avait rencontré qu'une seule fois lors du mariage, 10 ans auparavant. Julian était associé principal chez Cromwell et Swain, un cabinet d'avocats si puissant qu'il ne représentait pas de clients. Il représentait des dynasties et des gouvernements. Il était grand, impeccablement habillé et possédait un calme de requin qui était bien plus intimidant que le pouvoir manifeste de son père. Ses yeux trouvèrent Richard à travers la salle de bal et il n'y avait aucune colère dans son regard. Il y avait quelque chose de bien pire, une promesse calme et professionnelle d'anéantissement. Le trio n'entra pas dans la pièce à grands pas. Il avança. Les bavardages ambiants qui venaient de reprendre timidement cessèrent instantanément. Un nouveau silence s'installa, empreint de crainte et de respect. Les gens ne savaient pas seulement qui étaient les déos. Les personnes bien informées comprenaient ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient fondamentaux. Ils possédaient les banques qui garantissaient les prêts des entreprises dirigées par les hommes présents dans cette salle. Ils siégeaient au conseil d'administration des institutions qui régissaient les marchés mondiaux. Ils étaient les architectes discrets et invisibles du monde. Ces personnes ne faisaient qu'habiter. Le président du gala, un homme nommé Marcus Thorne, qui dirigeait un fonds spéculatif de plusieurs milliards de dollars, se précipita pratiquement hors de sa chaise, le visage pâle. « Augustus, mon Dieu, quel honneur! Nous ne vous attendions pas, balbutia-t-il en se précipitant pour les saluer. Augustus Deveau lui fit un signe de tête sec, sans quitter des yeux le tableau au fond de la salle. « Nous n'avions pas prévu d'assister au gala, Marcus. Nous étions simplement en ville pour venir chercher notre fille. » Les mots « notre fille » frappèrent comme des coups de marteau. À cet instant, tout le monde dans la salle comprit. Nancy Van Sterling,
la femme discrète et élégante, était Nancy DeVoe. Cette DeVoe. Une vague de compréhension parcourut le gala. Les regards de pitié qui s'étaient posés sur Nancy se transformèrent en un regard de terreur absolue à l'égard de Richard. Il regardait un homme qui venait, de la manière la plus publique et la plus insultante qui soit, de déclarer la guerre à une superpuissance dont il ignorait même l'existence. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute sa vie, son entreprise, son succès, tout défilait devant ses yeux. Sterling Innovations était en pleine croissance, mais restait vulnérable. Elle dépendait d'un réseau complexe de lignes de crédit, de capital risque et de partenariats stratégiques. Un réseau que la famille DeVoe pouvait désormais détruire d'un simple coup de fil, comme il venait de le comprendre. Le nom figurant sur le chèque du premier investissement initial lui revint soudain à l'esprit. Le Trust familial A.J. DeVoe. Il avait pensé qu'il s'agissait simplement d'un fonds familial pittoresque. Il était un imbécile fini. Amber Collins était figée, son esprit luttant pour comprendre la scène. Elle reconnaissait le nom d'Hero dans les pages mondaines, mais le contexte était abstrait. Elle voyait 3 personnes âgées, imposantes et bien habillées. Elle voyait de la différence, la peur que lui inspiraient ces hommes qu'elle savait être des titans. Elle regardait Nancy, calme et résolue, alors que sa famille s'approchait. Et pour la première fois, Amber réalisa qu'elle n'était pas dans un triangle amoureux. Elle était une simple soldate qui venait de s'égarer sur un site d'essai nucléaire. La famille DeVoe ne s'arrêta pour parler à personne. Elle traversa la foule qui s'écartait comme un navire fendant les flots, sa destination étant l'épicentre de l'humiliation, la table numéro 1. Elle passa devant la scène, devant des objets mis aux enchères. Sa progression était mesurée et inexorable. Ils s'arrêtèrent devant Nancy, formant un cercle protecteur autour d'elle. Augustus posa une main sur l'épaule de sa fille. Les yeux d'Isabelle croisèrent ceux de sa mère, et dans ce regard silencieux, toute une vie de compréhension et de soutien se transmit. Puis, d'un seul mouvement, ils tournèrent leur attention vers les 2 personnes encore assises à la table, désormais complètement isolées et exposées sous le poids d'une centaine de regards horrifiés. Le jugement avait commencé. Il n'y eut pas de cris. La famille DeVoe n'utilisait pas d'instruments aussi grossiers. Leur pouvoir résidait dans leur précision silencieuse et dévastatrice. Le jugement n'était pas une tempête de fureur. C'était une frappe chirurgicale exécutée avec l'habileté froide et impassible d'un maître assassin. Le regard d'Augustus DeVoe se posa sur Richard. Il ne dit rien. Il se contenta de regarder l'homme qui avait trahi sa fille, et dans ce regard se trouvait tout le poids écrasant de sa déception et de son mépris. C'était le regard d'un dieu inspectant un insecte juste avant de le rayer de l'existence. Richard Sterling, le titan autoproclamé de la technologie, se recroquevilla visiblement sur sa chaise, des gouttes de sueur froide perlant sur son front. Toute sa bravade, son charme, son arrogance s'évaporèrent sous ce jugement patriarcal silencieux. Pendant que son père maintenait Richard cloué sur place par son regard, Julian Deo se leva. Il contourna la table et se plaça derrière la chaise de Richard, se penchant légèrement comme pour lui confier un secret agréable. Sa voix était un murmure grave et cultivé, audible uniquement par Richard et peut-être les invités terrifiés assis de part et d'autre. Sterling Julian commença sur un ton désarmant de calme. « Je viens de terminer un appel avec David Pembroke chez Morgan Stanley. Vous connaissez David, n'est-ce pas? Il gère votre ligne de crédit principale. Il était très intéressé d'apprendre l'instabilité de votre vie personnelle. Il vous transmet ses salutations et a prévu un examen immédiat du profil de risque de votre entreprise pour demain à 9 heures. » Richard sentit son sang se glacer. Un examen immédiat était un code pour un rappel. Toute son opération était financée par cette ligne de crédit. Julian continua d'une voix douce comme de la soie. « Et Michael Brown chez OmniOrb, votre partenaire pour la fabrication du nouveau chipset. Lui et mon père siégeons ensemble au conseil d'administration du musée. Le monde est petit. Michael croit fermement aux valeurs familiales. Je pense qu'il trouvera la clause de turpitude morale de votre contrat très convaincante. Attendez-vous à recevoir son appel avant le petit déjeuner. » Chaque phrase était un coup parfaitement ciblé, frappant un pilier essentiel de l'empire de Richardson. Il avait passé des années à construire ses relations, cette entreprise. Julian DeVoe était en train de le démanteler en moins de 60 secondes avec quelques mots prononcés à voix basse.
et ces contrats gouvernementaux pour lesquels vous soumissionnez pour Sterling. Assuré, ajouta Julian, sa voix baissant encore, devenant un murmure presque menaçant. Ceux qui tripleraient la valeur de votre entreprise. Le comité de sélection est présidé par le sénateur Carlson. Nancy, c'est la marraine de sa fille. Je pense que vous pouvez considérer votre offre comme retirée. Julian esquissa un sourire cruel et effacé, touchant ses lèvres. Vous avez construit votre maison sur les terres de ma famille, Richard. Vous semblez avoir oublié que nous pouvons résilier le bail à tout moment. Profitez de votre dessert. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas proféré de menaces. Il avait simplement énoncé une série de faits qui, mis bout à bout, signifiaient la ruine totale et absolue de Richard. Pendant que Julien démantelait la vie professionnelle de Richard, Isabelle Devos s'attaquait à l'autre problème. Elle posa son regard froid et perspicace sur Amber Collins. Amber, qui quelques instants auparavant savourait sa victoire, ressemblait désormais à une enfant effrayée. Isabelle ne s'approcha pas d'elle. Elle parla depuis l'endroit où elle se tenait, d'une voix claire, donnant une leçon magistrale de rejet public. « Mademoiselle Collins, c'est bien ça ?» demanda Isabelle d'un ton qui suggérait qu'elle s'adressait à un membre particulièrement impertinent du personnel de restauration. Amber acquiesça, incapable de parler. « Ma famille a un dicton », poursuivit Isabelle, son regard balayant la robe criarde et les bijoux trop ambitieux d'Amber. « Une femme qui doit acheter ses propres meubles ne comprendra jamais la valeur d'un héritage. Vous êtes un meuble neuf, mademoiselle Collins, flashy, temporaire et finalement destiné à finir à la poubelle. Vous avez confondu un accord commercial avec une histoire d'amour et vous avez confondu la décence de ma fille avec de la faiblesse. Ce sont là les erreurs fatales que commettent souvent les gens de votre espèce. » Le regard d'Isabelle se posa sur les autres femmes assises aux tables voisines, les épouses, les matriarches de leur puissante famille. Elle ne s'adressait pas seulement à Amber. Elle prononçait une sentence qui serait appliquée dans tous les salons, toutes les salles de réunion et tous les country clubs de la ville. Amber Collins n'était plus une rivale scandaleuse. Elle était une paria sociale, une non-personne. « Vous avez eu votre moment de gloire », conclut Isabelle d'une voix glaciale et définitive. « J'espère que vous l'avez apprécié. Ce sera le dernier. » Sur ces mots, la matriarche Devos tourna le dos à Amber. Le rejet était si absolu qu'il semblait qu'elle avait cessé d'exister. Amber resta assise, le visage blême. Sa victoire bon marché, qui lui avait coûté tout ce qu'elle avait, tout ce dont elle rêvait désespérément. Un avenir, une réputation, une place dans ce monde. Le jugement était sans appel. Il avait été rapide, silencieux et total. La famille Devos n'avait pas fait de scène. Elle avait rétabli l'ordre. Augustus offrit son bras à Nancy. Isabelle prit son autre bras. Julian se tenait derrière eux, sentinelle silencieuse. Ensemble, la famille, unie et indestructible, se retourna et se dirigea vers la grande sortie. Ils avancèrent avec la même détermination calme et inexorable qui les avait animés à leur arrivée, écartant la foule stupéfaite devant eux. Ils laissèrent derrière eux les ruines fumantes de deux vies, une salle de bal silencieuse remplie de témoins et une leçon qui serait chuchotée pendant des années. Ne confondez jamais une femme calme avec une femme faible. On ne sait jamais qui est sa famille. La sortie de la famille Devos fut aussi impressionnante que leur entrée. Lorsque les grandes portes se refermèrent derrière eux, ce fut comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Le charme était rompu et une cacophonie de chuchotements frénétiques éclata. Richard Sterling resta figé sur sa chaise, le visage d'une pâleur cadavérique. Les paroles de Julian résonnaient dans son esprit, sonnant le gloss de sa carrière. Il regarda de l'autre côté de la table et vit le président du gala, Marcus Thorne, qui évitait ostensiblement son regard. Il vit les yeux détournés des hommes qu'il considérait comme ses pairs, ses amis. Il n'était plus l'un d'entre eux. Il était devenu un boulet, un exemple à ne pas suivre. Son regard se posa sur Amber. Elle fixait sa coupe de champagne à moitié vide, symbole de sa ruine. Son visage était baigné de larmes. Son maquillage soigneusement appliqué était tragiquement défait. Son triomphe avait duré moins de 5 minutes. Elle leva les yeux vers lui, le regard suppliant, cherchant du réconfort. Mais Richard n'avait rien à lui offrir. Il ne ressentait plus rien pour elle, si ce n'est une rancœur venimeuse. Elle était le catalyseur criard et stupide de sa chute. Elle l'avait guidé, et comme un idiot, il l'avait suivi. Leurs regards échangés n'étaient plus complices.
C'étaient les regards paniqués de deux complices sur le point d'être condamnés. Ils se retrouvèrent seuls à table, îlot toxique au milieu d'une pièce qui s'éloignait rapidement d'eux. La femme du maire se souvint soudain d'un rendez-vous urgent. Le président de la banque devait passer un appel urgent. En quelques minutes, les sièges autour d'eux étaient vides. Ils étaient seuls. Pendant ce temps, dans le grand hall au sol en marbre, Nancy sentait l'air frais de la nuit sur sa peau, tandis que le portier de l'hôtel tenait la porte ouverte pour sa famille. Pour la première fois de la soirée, une émotion sincère transparaissait derrière son masque soigneusement contrôlé. Ce n'était ni de la tristesse ni de la colère. C'était un soulagement profond et purificateur. « Tu vas bien, mon cher Augustus ?» demanda-t-il d'une voix plus douce, son expression granitique s'adoucissant sous l'effet d'une inquiétude paternelle. Nancy appuya sa tête contre l'épaule de son père. Maintenant, oui. Ils restèrent un moment sous le port Cocher scintillant, tandis qu'une Cadillac Escalade noire, discrètement blindée, s'arrêtait silencieusement au bord du trottoir. C'est Julien qui prit la parole ensuite, se tournant vers sa sœur. « Les avocats contacteront son bureau demain matin, dit-il simplement. Nous nous occuperons de la dissolution de la société et du divorce. Tu n'auras plus à lui parler, sauf si tu le souhaites. » Léo était la seule préoccupation de Nancy. « Il est avec sa nounou dans la suite penthouse que nous avons aux Pierres, » dit Isabelle en lui serrant la main. « Il dort profondément. Nous irons tous là-bas. » Alors que Nancy se glissait dans le siège en cuir moelleux du véhicule, elle jeta un dernier regard au grand hôtel. Elle était entrée en tant que Madame Richard Sterling, une femme définie par le succès de son mari, une épouse endurant une humiliation silencieuse. Elle partait en tant que Nancy Devo, une femme définie par sa propre force et les fondations inébranlables de sa famille. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de précisions juridiques. Le monde de Richard Sterling s'effondra, comme Julian l'avait prédit. Son crédit fut retiré. Son partenariat clé fut résilié. Sa société Sterling Innovations, autrefois chouchou du monde technologique, fut démantelée et vendue à la pièce pour couvrir ses dettes, une société de capital investissement détenue par Devo rachetant les brevets les plus précieux pour une bouchée de pain. Richard se retrouva sans rien, hormis la honte publique de son arrogance. Amber Collins disparut. Licenciée et mise au banc de la société, elle quitta la ville. Son nom devint un murmure, une histoire fantomatique racontée aux jeunes femmes ambitieuses pour les mettre en garde contre les dangers de la présomption. Nancy n'a jamais regardé en arrière. Elle et Léo sont retournés vivre à Boston pendant un certain temps, se remettant de leurs épreuves dans le calme du domaine Devo, mais elle n'est pas restée cachée. Un an plus tard, elle a refait surface non pas en tant que mondaine, mais en tant que force. Utilisant son héritage et le nom qu'elle avait autrefois caché, elle a lancé la Devo Vance Foundation, une organisation dédiée à l'autonomisation des femmes dans le financement des technologies, le type même de start-up que son ex-mari avait autrefois dirigé. Elle s'est fait connaître pour son intelligence vive, sa philanthropie discrète et son œil infaillible pour repérer les talents. Elle n'était plus seulement une Devo de nom. Elle était une Devo dans ses actions, une matriarche en devenir. Elle avait traversé le feu de la trahison et en était ressortie non pas brûlée, mais forgée. Son silence avait été son bouclier, son sang-froid, son arme et sa famille, son armée. Elle avait prouvé que dans un monde de victoires bruyantes et de triomphes éclatants, le pouvoir le plus dévastateur est celui que l'on ne voit jamais venir. 2 ans passèrent. La fondation Starlight, Gala, où l'empire de Richard s'était effondré, devint une légende dans les mœurs sociales de la ville, une histoire édifiante chuchotée à propos de l'orgueil et du pouvoir caché. Pendant ce temps, Nancy ne s'était pas seulement remise, elle s'était transformée. La fondation Devo Vance était désormais une force redoutable dans les mondes de la technologie et de la philanthropie. Nancy, sa fondatrice et force motrice, n'était plus considérée comme l'épouse lésée de Richard Sterling, mais comme une visionnaire à part entière. Ses yeux saphir, autrefois assombris par une douleur silencieuse, avaient désormais la clarté et la concentration d'une leader. Ce soir avait lieu la cérémonie inaugurale de la fondation Devo Vance. Velar se tenait dans la même salle de bal du Fairmont. C'était un choix délibéré. Nancy n'était pas une femme qui fuyait ses démons. Elle croyait en la reconquête des espaces pour réécrire l'histoire. La salle de bal, autrefois théâtre de sa plus grande humiliation, était désormais remplie de l'énergie de son plus grand triomphe.
Vêtue d'une superbe robe vert émeraude créée par un designer que sa fondation avait parrainé, elle se frayait un chemin parmi la foule, non pas en tant qu'invitée, mais en tant que reine dans sa propre cour. Son fils Léo, âgé de 9 ans, passait la soirée avec ses grands-parents. C'était un garçon heureux et intelligent, mais récemment, il avait commencé à poser des questions. Des questions sur son père. Pourquoi ne le voyait-il pas? Où vivait-il? Nancy répondait avec des vérités soigneusement sélectionnées, le protégeant de la laideur de la réalité. Mais elle savait qu'un jour viendrait où les vérités sélectionnées ne suffiraient plus. C'est pendant une brève accalmie, alors qu'elle se tenait près de la terrasse surplombant les lumières de la ville, que son assistante, une jeune femme vive d'esprit nommée Chloé, s'approcha d'elle avec une expression hésitante. « Madame Devo Vance, commença Chloé, je suis désolé de vous interrompre, mais ceci a été livré par un coursier. L'homme a insisté pour que vous le receviez ce soir. » Elle tendit à Nancy une simple enveloppe blanche sans ornement. Le nom de Henry était écrit sur le devant dans une écriture inclinée familière qui lui noua l'estomac. C'était l'écriture de Richard. S'excusant, elle sortit sur la terrasse tranquille, où l'air frais de la nuit lui procura un choc bienvenu. Ses mains étaient parfaitement fermes lorsqu'elle ouvrit la lettre. « Nancy, je sais que je n'ai pas le droit de te contacter. Je sais que le son de mon nom est probablement un poison pour toi, et j'en suis vraiment désolé. Je ne t'écris pas pour te demander pardon. Je sais que c'est impossible. Je ne t'écris pas pour te demander de l'argent. J'ai appris à vivre avec ce que j'ai, c'est-à-dire rien. Ces 2 dernières années ont été un véritable enfer que je me suis créé moi-même. J'ai tout perdu et je l'ai mérité. En perdant tout, j'ai enfin commencé à te voir, à voir ce que j'avais rejeté, à voir l'homme que j'étais devenu. Je suis en thérapie, j'occupe un emploi subalterne. Pour la première fois de ma vie, je suis honnête avec moi-même. La raison pour laquelle je t'écris, c'est Léo. Je sais qu'il doit se poser des questions. Je rêve de lui la nuit et je me réveille en sachant que je suis un fantôme pour mon propre fils. Je te demande 5 minutes, Nancy. Pas pour moi, mais pour lui. Pour qu'un jour, lorsqu'il demandera ce qui est arrivé à son père, vous puissiez lui dire que son père a eu le courage de regarder sa mère dans les yeux et d'admettre ses péchés, afin que je puisse présenter mes excuses à la femme à qui j'ai fait le plus de tort. Je serai au café de la Galerie d'Art de l'Ontario ce vendredi à 10 heures. Si vous ne venez pas, je comprendrai et je ne vous importunerai plus jamais. Je n'ai ni le pouvoir, ni l'envie de te faire du mal. Je ne suis qu'un homme avec un passé trop lourd à porter seul. Avec mes plus sincères regrets, Richard. Nancy lut la lettre 2 fois. Les arguments étaient parfaits. Ils étaient humbles, pleins de regrets et habilement centrés sur la seule vulnérabilité qu'elle possédait. Son fils. Une partie d'elle, la partie froide et analytique, y voyait une manœuvre calculée et manipulatrice. Mais une autre partie, plus douce, celle qui avait autrefois aimé cet homme, qui avait construit une vie et eu un enfant avec lui, ressentit une étincelle de quelque chose qui s'apparentait dangereusement à de la pitié. Ce soir-là, elle appela son frère. La réponse de Julian fut immédiate et viscérale. « Brûle-la », dit-il d'une voix froide. « C'est un prédateur, Nancy. C'est ce qu'ils font. Ils testent les barrières pour trouver des faiblesses. Si tu lui montres la moindre compassion, il te saignera à blanc. Laisse-le pourrir. Il a mentionné Léo, dit-elle doucement. Il se sert de Léo. Julian répliqua d'une voix aiguë. C'est le plus vieux truc du monde. Que vas-tu dire à Léo? Que son père est un raté qui vit dans un studio et fait le serveur. Le voir lui fera plus de mal que de bien. Tu es le roc de Léo. Ne laisse pas Richard approcher un marteau de fondation. Nancy savait que Julian avait raison. Logiquement, il avait raison. Mais son cœur et son instinct qu'elle avait appris à méfier la tiraient dans une autre direction. Était-ce vraiment une force que de construire un mur impénétrable? Ou y avait-il une plus grande force à affronter un démon et à le prouver? N'avait plus aucun pouvoir sur toi. Le vendredi matin était frais et clair. À 9h55, Nancy Vance Devo entra dans le café ensoleillé de la Galerie d'Art, le visage impassible. Elle le vit dans un coin. Le changement était choquant. Il était maigre, son costume coûteux remplacé par un simple pull usé. Son visage était marqué par des rides d'inquiétude qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Il leva les yeux et la vit, et ses yeux se remplirent d'un espoir brut et désespéré. « Nancy, murmura-t-il en se levant, tu es venue. »« Je suis là, Richard.
dit-elle d'une voix calme et posée en s'asseyant en face de lui. Tu as 5 minutes. Sa prestation fut impeccable. Il parla de ses séances de thérapie, de la honte qui l'accompagnait en permanence. Il ne chercha à aucun moment à excuser son comportement. Il assuma l'entière responsabilité de son infidélité, de son arrogance, de l'humiliation publique qu'il lui avait infligée. Il dépeignit l'image d'un homme complètement brisé, qui se reconstruisait lentement et péniblement à partir de zéro. J'ai détruit la meilleure chose de ma vie pour un plaisir éphémère et pour flatter mon ego, dit-il d'une voix brisée. Il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas. Je comprends maintenant que mon succès ne m'appartenait pas vraiment. Il reposait sur la générosité de ta famille et ton soutien discret. J'étais un imbécile qui pensait que la maison dans laquelle il vivait était un château qu'il avait construit. Nancy écoutait, les mains posées calmement sur ses genoux. Elle ne ressentait rien. L'homme en face d'elle était un étranger, et ses aveux ressemblaient à une histoire concernant des personnes qu'elle ne connaissait pas. Les blessures émotionnelles avaient depuis longtemps cicatrisé, la laissant insensible. Puis vint le tournant. Il fut subtil, magistral. « Je ne cherche pas à obtenir l'aumône, dit-il en baissant les yeux vers ses mains. J'essaie de me racheter, pas seulement avec des mots. Je fais du bénévolat dans un centre pour jeunes. Ces enfants sont brillants, mais ils n'ont rien. Je leur apprends à coder sur de vieux ordinateurs donnés. C'est la seule chose que j'ai encore à offrir. J'essaie de monter une petite association à but non lucratif, un camp de codage, juste pour donner un coup de pouce à quelques-uns d'entre eux. » Il la regarda, les yeux brillants. « Je sais que c'est audacieux de penser cela, mais je vois ce que vous faites avec votre fondation. C'est incroyable. Vous changez des vies. Mon petit projet n'est rien en comparaison, mais c'est un travail honnête. C'est le seul héritage que j'ai laissé à Léo. Il ne lui a pas demandé d'argent. Il n'avait pas besoin de le faire. Il avait parfaitement préparé le terrain, faisant appel à sa mission philanthropique et à son amour pour son fils. Il lui demandait d'investir dans sa rédemption. « Je vais devoir y réfléchir, Richard, » dit-elle d'une voix neutre. Elle se leva. Mais 5 minutes sont écoulées. Elle s'éloigna sans se retourner, le laissant dans la cabine, le visage empreint d'un mélange parfait d'espoir et de tristesse. Dès qu'elle fut dans sa voiture, elle appela Julien. « Fais une vérification complète sur lui, » dit-elle. « Tout, compte bancaire, emploi inhérent, résidence et toute organisation caritative enregistrée à son nom. » Le rapport lui parvint moins de 24 heures plus tard. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Richard vivait dans un appartement de célibataire sordide à la périphérie de la ville. Il n'était pas serveur, il était au chômage depuis 6 mois. Il croulait sous les dettes, non pas auprès des banques, mais auprès d'usuriers illégaux. Il n'y avait pas de centre pour jeunes, il n'y avait pas de stage de programmation. Tout n'était qu'un mensonge, un récit soigneusement élaboré pour un seul spectateur. La froide fureur qui l'envahissait n'était pas due à la tromperie, mais à son audace d'essayer d'utiliser leur fils comme un objet pornographique dans son pathétique escroquerie. Julien avait raison. Un serpent reste toujours un serpent. Elle s'apprêtait à demander à son équipe juridique d'envoyer une dernière ordonnance de cessation et d'abstention contraignante lorsqu'un appel arriva sur sa ligne privée. Le numéro était masqué. « Est-ce que c'est Nancy Vance ?» demanda une voix féminine. Elle était rauque et faible, et Nancy reconnut immédiatement la note de désespoir effilochée qu'elle contenait. C'est elle. « Qui est à l'appareil? »« C'est Amber, » répondit la voix. « Amber Collins. » Nancy se figea. « Je n'ai rien à vous dire. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît, » supplia Amber, et sa voix n'était plus celle de quelqu'un qui arrivait à destination, mais de quelqu'un qui était au bout du rouleau. « J'ai entendu dire qu'il vous avait contacté, Richard. Je dois vous avertir. Il ne s'agit pas d'un stage de programmation. Il a des ennuis, de gros ennuis, et il essaie d'obtenir quelque chose auquel il pense que vous avez accès. » Un long silence s'installa entre elles. « De quoi parlez-vous » demanda finalement Nancy. « Les derniers mois chez Sterling Innovations. » La voix d'Amber tremblait. Il paniquait. Il savait que les choses devenaient instables. Il pensait que votre famille allait peut-être retirer son soutien. Alors, il a fait quelque chose. Il a créé une série de sociétés écrans. Il a détourné près de 8 millions de dollars de l'entreprise en prévoyant de s'enfuir avec moi. Il allait vous laisser avec une entreprise en faillite et disparaître. Nancy eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds pour la 2e fois de sa vie.
La trahison n'était pas seulement une infidélité, c'était un vol prémédité et de sang-froid. Il avait prévu de vider l'entreprise que sa famille avait financée et de la laisser avec les décombres. L'argent avait été transféré sur un compte offshore. Amber continua à parler, s'emballant de plus en plus. Mais lorsque votre famille a réagi si rapidement, tout a été gelé dans le cadre d'un litige. Les comptes ont été signalés. Ils ne pouvaient plus y accéder. Mais le compte nécessite 2 détenteurs de clés numériques pour être débloqué en cas de dérogation légale. Lui et vous, cela avait été mis en place lors de la création de l'entreprise. Une clause standard pour la protection des actifs du conjoint. Il pense que s'il parvient à vous convaincre qu'il a changé, vous signerez peut-être un document que vous penserez destiné à son œuvre caritative, mais qui lui donnerait en réalité accès à l'argent. Il a besoin de votre signature pour voler l'argent qu'il a déjà volé une fois. L'étendue monstrueuse de sa tromperie était enfin révélée au grand jour. Le toast prononcé lors du gala n'était pas une déclaration d'amour impulsive et stupide. C'était le discours de victoire d'un voleur prononcé 1 minute trop tôt. Sa récente lettre, sa performance au café, tout cela n'était que le deuxième acte de la même escroquerie. « Pourquoi me dis-tu cela, Amber ?» demanda Nancy d'une voix dangereusement calme. « Parce que les hommes à qui il doit de l'argent ne sont pas des hommes gentils, murmura-t-elle. Et parce qu'il m'a laissé sans rien. Nancy, il m'a utilisé et quand tout a mal tourné, il m'a jeté comme un déchet. Tu as gagné. Ta famille a gagné. Je ne veux juste pas qu'il gagne. » Jamais. Une profonde clarté finale s'installa dans l'esprit de Nancy. C'était le dernier écho, le dernier fantôme, et elle savait exactement quoi faire. Elle ne se contenta pas d'envoyer une mise en demeure. Elle transmit à Julian l'enregistrement de son appel avec Amber. En quelques heures, l'équipe juridique de Devo, armée de ces nouvelles informations, déposa une plainte pénale auprès du bureau du procureur pour fraude électronique et détournement de fonds. 2 jours plus tard, Richard Sterling était arrêté dans son appartement délabré. L'affaire fit la une des journaux financiers, non pas comme une querelle conjugale, mais comme un cas majeur de fraude d'entreprise. Sa dernière tentative désespérée ne lui avait pas permis de retrouver sa liberté. Elle lui avait valu une cellule de prison. En échange de son témoignage, Amber Collins a obtenu l'immunité et un petit paiement unique provenant d'un fonds discrétionnaire de Devo, suffisant pour disparaître et commencer une nouvelle vie loin de l'influence toxique de Richard. Nancy se tenait une fois de plus sur la terrasse du Fairmont, contemplant la ville qui était désormais la sienne. Elle ne ressentait ni triomphe, ni joie, seulement une paix tranquille et résolue. Elle avait affronté le passé, disséqué ses mensonges et protégé son avenir. Son père l'appela ce soir-là. Sa voix ne trahissait aucune surprise, seulement un profond respect. « Tu t'en es parfaitement sorti, » dit Nancy Augustus. « Tu es vraiment la fille de ta mère. » À cet instant, Nancy sut qu'elle n'était plus seulement une Vance ou une Sterling. Elle était une Devotuka, un nom qu'elle s'était désormais donné, non pas en raison du pouvoir dont elle avait hérité, mais grâce à la sagesse et à la force avec lesquelles elle l'exerçait. La tempête était enfin complètement passée. Ainsi, l'histoire de Richard Sterling et Amber Collins nous sert de rappel brutal. Ne sous-estimez jamais une femme qui affronte le chaos avec calme. L'histoire de NY ne se résume pas à la chute satisfaisante d'un mari infidèle et de sa maîtresse arrogante. Elle témoigne de l'incroyable pouvoir de la force tranquille, de la dignité et de la conscience de sa propre valeur, même lorsque les autres tentent de la dévaloriser. Elle a prouvé que le véritable pouvoir ne consiste pas à faire des scènes. Il s'agit d'avoir la force de réécrire tout le scénario en s'assurant que le dernier acte vous appartient. Le karma dans cette histoire n'était pas seulement un fantasme. Il s'agissait d'une stratégie bien exécutée par une famille qui protège les siens. Si vous avez été captivé par cette histoire de justice rendue à froid et par l'ascension d'une femme sortie des cendres de la trahison, faites-le nous savoir. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires de karma épiques. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits d'émancipation et de douce vengeance. Qu'avez-vous pensé de l'entrée en scène de la famille Devo? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. J'étais Imo 3. T'es trop nul, Bobby. Arrête le jeu, s'il te plaît. Je travaille pas pour l'instant. Mais Ouais, ça, oui. de ce que mes amis m'ont dit, c'est compliqué de trouver. Ah, merde. Attends, tu taffes ou pas, Instant?
Ouais. Qataris. C'est Qataris. chaud, je pense, ouais. Ouais, je suis riche là. On est. Qataris, il m'a dit. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je me suis fait... Merci pour les assises déjà. Bah, je sais pas, il. Non, mais il sait que t'es sur mon live. Иду по следу. Catharsis, pardon, c'est bon, j'ai compris, pardon. Ouais. Qataris. Ouais, je me disais bien, ouais. Ah! Je suis stun. Watch out spawn. Ah non, en fait, tu savais pas. Je savais pas, j'ai vraiment reconnu la voix, je suis désolé. En fait, C'est pas un gars main, je suis folle ou. Je suis folle, je crois. Ouais, je suis folle. Bah, si, avec quelqu'un qui m'a écrit. Qui m'a tiré sur main. La méchanceté. Qataris. J'adore. Qataris! I pick, 1, 2. Остался один враг. Là, je vous mène avec ces. Ces petits trucs qu'on a. Остался Oh, один y a- враг. oui, C'était oui. sûr. Chamber one tap. Ah, il a le right code buddy! Left, right. Il a le right code buddy! Middle, top. Что, middle. кроме Ah, les меня petits. никто не мог этого сделать? Je le veux! Voilà. Et le rythme. Vas-y. Chamber, is that your gun? I think he muted us. We speak only in French, guys. Et c'est à qui le skin avec le ring buddy? Je pense Il y a qu'il un gars nous en a... face, je sais. Je pense qu'il nous a lu, Quelqu'un peut prendre la mid dans tous les rounds, s'il te plaît. Attends, on peut changer de vandal ou pas, s'il te plaît? J'ai pas de sous pour la vandale. Je peux j'achète, je vais tomber dans Please, Phoenix, prends la danse, s'il te plaît. Ou Chamber, prends quelqu'un take la danse, s'il te plaît. J'en ai marre de me faire arracher que tu parles. Attends, qu'à LB. C'est qui a un gun buddy dans cette équipe là? Mais c'est pas En lui, face c'est en face, gros. Mon jeu est fou, il porte s'il te plaît. Оценивай ситуацию. J'ai 7 morts. Je suis incroyable. Laisse-les pas se faire. Attends. Mais le problème, c'est que moi, j'ai une règle de clear. Спайк на А. Перезаряжаю. Это я Mais заберу. jamais, elle est flash, full. Elle est passée, elle est passée. Magnifique, il a Il pris. est quand même un mec à main encore. Mais je vais pas le faire. Mais non, mais Bobby, je rigole. Sans doute avec Link. Je suis en train de clip farm, c'est pour ça. Bobby, je Il y a un t'aime. mec mid encore, sûr à 100%. J'ai pop, j'étais faire 3, j'étais stock bronze pendant 1 an. C'est pour le clip farming, Bobby. On t'aime. Остался C'est один l'Astra. враг. Блокирую обзор. Un conseil. Un vrai conseil là, je pourrais te donner. Sortir du bronze. En vrai, je l'ai toujours répété. Et écoutez-moi bien, j'ai toujours dit. Les gars, Mais pour rank up, faut jouer. je propose pas le meilleur gameplay, les gars. Из-за него я готова C'est bon, j'essaie de faire Pour rank up, il faut jouer. sur loose, je pense. Je pense que la différence entre un bronze et un D1, c'est le nombre d'heures de jeu. Ouais, je le prends, t'inquiète, j'y vais. Voilà. C'est juste tu joues tous les jours. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'étais Iron 3, j'ai joué, j'ai 5000 heures de jeu. Au bout d'un moment, tu vas... Au bout d'un moment, tu vas rank up. Tu vois. Это сработает. Le seul truc qui différencie un bronze Ouais, d'un c'est diamant, mal. je pense, c'est vraiment lame, genre. Маскировка. Oh non, non. T'es prêt à spam ou pas? Est-ce que t'es prêt à spam? T'es prêt à spam? Oh bah j'ai raté en plus. Je suis né. Ils veulent. J'ai regardé aucune vidéo perso. Твой дух Ok, je мертв. reste. Вон Attention, там, Marvel, c'est passé. вон там. Остался один враг. Allez, t'as avec eux. Идеально. Oh là là. Мне нужно это забрать. Les femelles, les femmes, vous baissez vos culottes là, tout de suite. Allez, allez, que ça saute. Allez, c'est pas gratuit, hein. En tout cas. C'est pas gratuit ce que je viens de faire, hein. Et en tout cas, Allez-y, ça, hein. c'était pas super énervant, c'est juste que j'ai reconnu la voix en fait. Game 16, je trouve que... Ouais, c'est la Sky en face qu'il a. Je l'ai aussi le ring buddy là, je l'ai en homme. je trouve que Game Sense, il n'y a pas Ah de oui, Game c'est vraiment Sense. ultimate, c'est vraiment un mec bizarre et on connaît tous les voix streamers.
Il y a pas de game sense en platine, je suis désolée, Bah, même en demande- diamant 1, demande à mec au hasard, il se met en il y stream, il y a a aucun pas savoir. trop de game sense, j'avoue, c'est vraiment lame en Vous fait. êtes fort. À partir d'ascendant 1, ça Ça commence un nul, peu hein. à être game Faut- sense et faut tout. essayer d'avoir- Mais tu peux monter Déjà, facilement diamant juste en ayant de l'aim. Ouais, là, pas passé. Juste en ayant de l'aim, genre. Закрывай обзор. oh, ils sont main B, les gars. Втягивай их. Arena, j'ai tout eu. Il avait vu que je bug tellement, je sais même pas ce qui s'est passé. Остался один враг. J'ai l'impression qu'en platine, bah, bon jeu, ce que je propose, diamant, même des ascendants 1, S'il vous plaît, la 11e assist, les gars. j'ai pas l'impression que c'est... Non, j'arrive pas. que les gens, ils ont... GG's, ils ont du game sense, hein, Pour la vraiment. game, bon courage pour le stream et bon courage pour les ingénieurs et tout ça. Merci, je suis ingénieur. Je suis en train de l'ingénier, là. Dans le mot ingénieur, il y a le mot ingénie. Ingénieur, un génie, je suis un génie, c'est bon? Pour moi, un ingénieur, c'est un génie. Et ouais, moi, je suis un peu un génie, tu vois? Je suis un peu un génie, donc je me considère comme ingénieur, tu vois? Ouais, en fait, c'est ça. En fait, la plupart des gens, mais même ascendant, hein, oui. En fait, t'as du shoot, mais ils ont pas le game sense. Ils ont aucun game sense. Ah, je suis en train de gagner! Ouh! Je suis en train de gagner la team! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. Du coup, je pense le truc le plus simple pour monter au moins diamant, c'est l'aim. Genre vraiment. Mais il l'a Bobby ou pas? Parce que il est déjà parti. Матч найден. Bobby, je rigole! Et c'est pas pour les subs que je dis que je rigole, hein. Parce que je m'en fous des subs. Mais c'était pour rigoler, c'était pour le clip farm. Je voulais clip farmer un peu, en mode je suis Gibbs. T'as vu? En mode je suis trop méchante avec mes viewers et tout. Mais ouais, c'est aléatoire. Je pense que c'est chacun son gameplay, tu vois. Moi, je sais que le aim, c'est pas mon point fort. Du coup, je vais plus me baser sur le game sense, les timings et tout. Alors qu'il y a des gens, ils tirent très bien et ils s'en sortent très bien avec de l'aim, hein. Je trouve ça dépend de ton gameplay, en fait. Donc, je sais pas. Ah! Wisebud est plus sub! Bah, dis-toi, j'ai 3 persos pas débloqués, hein. Beh, je file surtout. Je prends ce qu'il nous faut, je prends ce qu'il nous faut. Putain, j'ai envie de prendre une deadlock. Merci Adelo! Merci, merci! Tout Wizbo. C'est pas Wisebot, c'est Wizbo maintenant. C'est Wizbo. C'est Wizbo. Merci Adelo! Ah, faudrait peut-être que je pique, non? Планы не входят. Bobby revient! Je rigolais! Je rigole! Attendez, qui m'envoie des messages? Vous étiez beaucoup à réagir à mes sushis que je fais cuire. Vous aimez pas les sushis cuits? Il y a plein de gens qui ont réagi. Mais en fait, je vous explique pourquoi je suis en train de cuire mes sushis. Parce que le jeu, il a commandé des sushis et je lui avais dit prends des sushis en mode des sushis thon piquant, mais je pensais pas qu'ils étaient crus. В бой, сестры. Moi, j'aime bien les sushis au thon cuit, tu vois, le thon cuit mayonnaise, là, je sais pas comment on appelle. Et je pensais que ça allait être cuit aussi. En fait, c'est du thon cru. Moi, j'aime pas. J'aime bien le goût du poisson cru, du thon cru. Mais avec toutes la salmonelle, les maladies et tout, bah, j'en mange pas parce que, vas-y, les trucs, la chair crue, il y a plein de bactéries, genre. Et du coup, je cuis tous mes poissons et tout, je les cuis. Et là, j'avais un truc cuit et le thon, là, il était cru. Et du coup, bah, fallait que je cuise parce que. Déjà, en plus, c'est meilleur, je trouve, le goût est meilleur. Et je voulais pas avoir des bactéries, genre. Et jouer en soirée. N'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux trouver des femelles là, avec qui jouer. Mais on est où là? Bah, regarde ma story Insta. Mais c'est juste quand on me donne des trucs crus, alors que je pensais que c'était cuit, bah je les cuis en fait, à la poêle. Voilà, voilà. Спайк установлен. Бросаю сетку. Не повезло. Не скучайте. Туда.
Удачи! Остался один враг.